Mobility TV, une table ronde sur la traçabilité du VO, en compagnie de l'incontournable du VO, Berislav Kovacevic, les solutions VO, en compagnie de Bernard Lic, SECRA, vous êtes directeur général de SECRA, en compagnie de Marc-André Rampon, ou Marc Rampon si vous préférez, Autovisa, et de Laurent Berméjo, Autorigine, vous êtes le président d'Autorigine. Le VO, est-ce que c'est... comment est-ce qu'on disait autrefois ? Maquillé comme une voiture volée. Alors, est-ce qu'il faut dire maquillé comme un véhicule d'occasion ? Pourquoi est-ce qu'en France, le VO a toujours une petite suspicion bien... On a deux termes qui reviennent à la mode sur tous les sites internet, dans l'actualité, c'est confiance, transparence. On a d'ailleurs eu des articles de presse récemment, Olivier, sur... La difficulté de suivre le kilométrage des véhicules, voire leur historique de réparation. Et c'est vrai qu'en France, il y a une actualité brûlante. On a la chance d'avoir des experts avec nous parce qu'on a une actualité brûlante dans la mesure où le gouvernement a enfin ouvert un site officiel, Histovec. On n'a pas pu avoir d'invités, mais c'est pas grave, on a des experts avec nous. Et ce sujet-là, c'est vrai que la France a un retard sur de nombreux pays. Alors, on pense à qui ? On pense à la Belgique, par exemple ? Où est-ce qu'on trouve de la vertu affichée dans le VO ? Je dirais que la Belgique et les Pays-Bas sont deux pays européens qui ont mis en place un système qui s'appelle Carpass pour la Belgique et National Autopass pour les Pays-Bas, qui est le même principe, en fait, une base de données. En Belgique, c'est une ASBL qui s'appelle Carpass et qui fonctionne avec une équipe de 10 personnes. Et en fait, le système est très simple puisque tous les professionnels qui interviennent sur un véhicule, que ce soit pour un entretien, une réparation, un changement de pneu, tout simplement, sont obligés de répertorier le kilométrage et de le transmettre à l'ASBL Carpass. Depuis combien de temps Ça fonctionne depuis 13 ans. Donc ça a permis d'éradiquer complètement la fraude en Belgique. Je pense qu'on est aux alentours des 0,2% actuellement. Et donc le système fonctionne... Elle était de quel niveau ? Elle était très élevée. Vous citiez la France avant, mais vous n'étiez certainement pas les seuls. Et donc ça a permis de solutionner le problème en Belgique. Malheureusement, ça ne solutionne pas le problème. À l'heure de l'Europe et des normes européennes, on n'a pas réussi à intégrer ça au système. Hein. Non seulement ça, mais aussi, même pour la Belgique et les Pays-Bas, les véhicules qui sont importés de pays pour lesquels il n'y a pas de solution du type Carpass à l'heure actuelle, le problème demeure. Avec une petite exception, c'est qu'à partir du 1er janvier, le Carpass aurait également la possibilité d'interroger les bases de données des importateurs, donc pour toutes les voitures qui seront importées en Belgique. Ouais. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de solution européenne. Au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, il y a une résolution qui a été votée au Parlement le 31 mai 2018 et qui invite la Commission à prendre une initiative en la matière. Malheureusement, la Commission, à ce jour, ne l'a toujours pas prise. Alors heureusement, la France n'est pas uniquement le pays sur lequel on doit jeter l'opprobre et la suspicion, parce qu'il y a Autovisa quand même aujourd'hui. Bien sûr. Alors, vous aussi, vous délivrez des attestations, des papiers. Alors, mais simplement, vous n'êtes pas un label finalement. Qu'est-ce qui vous manque ? Alors, on a commencé à diffuser, à créer des rapports Autovisa en 2011 et on l'a fait avec le site lacentrale.fr de façon à, d'une part, pouvoir valider les véhicules qui étaient présentés en annonce, on vérifiait si le véhicule existait bien dans le parc automobile français. Pour lutter contre les fausses annonces. Voilà, contre les fausses annonces, qui était un problème majeur à l'époque. Bien sûr. Et ça a d'ailleurs éradiqué ce problème-là, puisque pour avoir une annonce sur la centrale, il fallait pouvoir disposer d'un véhicule dont l'immatriculation était vérifiée lors de la création du rapport Autovisa. Et donc, on a proposé ce rapport à l'époque. On a depuis fabriqué à peu près 10 millions de rapports depuis 2011. On a pu constater l'effet sur les ventes, c'est-à-dire que les véhicules qui sont associés à un rapport Autovisa se vendent plus vite que les véhicules qui n'ont pas de rapport Autovisa associé. C'est une valeur marchande ? Oui, puisque on a un intérêt à ce que sa voiture se vende plus vite. Donc, à la fois, notre rapport Autovisa avec la centrale, il existait dans sa version grand public. Et puis, on a également une offre pour les professionnels pour qu'ils puissent à la fois estimer de manière plus exacte un véhicule lorsqu'ils évaluent la reprise et qu'ils puissent ensuite le revendre sans avoir de mauvaises surprises lorsqu'ils établissent leur rapport Autovisa. Alors ça, c'est Autovisa, même approche pour Autorigine. Qu'est-ce qui... Oui, tout à fait. Plus récemment, puisqu'Autorigine n'a que 3 ans d'existence et 2 ans d'existence opérationnelle. Même constat, les promoteurs d'Autorigine, beaucoup ont vécu à l'étranger, ont eu l'expérience de Carfax aux États-Unis, de AutoCheck en Grande-Bretagne. Moi, personnellement, j'ai vécu 10 ans en Grande-Bretagne, donc j'étais familier de ce système.
J'ai été patron de bureau Veritas, j'ai passé ma vie dans la traçabilité, dans beaucoup d'industries, et j'essaie d'apporter mon concours pour aller beaucoup plus loin, parce que quand on compare l'industrie automobile et le VO à ce qui se passe dans, pas seulement le nucléaire bien sûr, mais aussi l'industrie agroalimentaire qui est en demande de traçabilité, et qui dit traçabilité dit transparence, donc oui, et puis le VO essaie de regagner de la valeur ajoutée avec les mots confiance, transparence, mais force est de constater qu'on en est encore loin, malgré déjà les 10 millions de rapports, malgré vos interventions, il y a encore des affaires pas tristes. On a entendu parler d'une escroquerie de certains experts en France récemment, des voitures qui ont été recommercialisées alors qu'on pouvait passer le point à travers des éléments de carrosserie, enfin des choses affreuses, quoi. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas, même chez les professionnels, souvent que ça puisse encore exister. Mais qui doit faire le ménage devant sa porte? Qui doit balayer devant sa porte? Les professionnels de l'automobile, les professionnels du VO? Allez, on va dire que c'est un travail collectif. Je crois savoir qu'en Belgique, la FEBIAC a été moteur également. Mais il faut quand même une décision des autorités. Moi, en 86, donc c'était la naissance d'Autocassette, avec Pierre Mercier, je m'en souviens, parce que c'est aussi l'année où, avec quelques associés, on a créé le réseau de contrôle technique DECRA. Et je ne sais pas si vous savez, mais on a attendu en France 92, qui était la limite de la directive européenne pour démarrer le contrôle technique périodique. Il y a des pays où ça a commencé dans les années 30. Et surtout, de 92 à 2002... Ça n'a pas bougé. Non, mais il y avait interdiction de publier même les statistiques. On verra ce qu'il en reste. Quand même comment on peut expliquer que dans certains pays, on ait une ouverture sur les données et d'autres qui soient plus fermées? Il y a des raisons qui sont liées à la CNIL Alors en Allemagne, en tout cas, la CNIL est encore plus présente qu'en France et fait extrêmement attention à tout ce qui est données personnelles. Ce qui fait qu'on ne peut pas, à ma connaissance aujourd'hui, obtenir la moindre information sur un véhicule à partir d'un VIN. On ne peut même pas mémoriser ce qui est associé à un VIN en Allemagne. C'est assez dommage, parce que moi j'entends souvent des groupes de distribution français avoir très très peur de faire des achats de voitures qui viennent d'Allemagne, y compris des marques allemandes, ce qui est quand même terrible. C'est curieux, cette mauvaise réputation qui est une patate chaude qu'on se repasse d'un pays à l'autre. Vous expliquez ça comment, Bernard Lick? Les Italiennes, les Allemandes sont tous suspectés. Effectivement, on cite souvent les mêmes pays. Pour compléter ce que la personne à ma droite vient de dire, effectivement, qui doit prendre l'initiative? Je pense que c'est tout le monde. Et le système belge a été créé non seulement par les importateurs, la FEBIAC, mais aussi par les représentants des concessionnaires et réparateurs. Le CNPA, par exemple, en France, il s'appelle Traction en Belgique, et les entreprises de contrôle technique avec les autorités publiques. Et la particularité du système belge, c'est qu'il y a une loi qui érige en infraction spécifique le fait de manipuler les compteurs et qui a mis des peines très très importantes, des amendes et des peines de prison en la matière, mais ça n'a pas suffi. Mais ici, c'est une infraction spécifique. Et via ce canal-là, il y a plus grand monde qui ose prendre ce genre faire ce genre de comportement, parce que ça peut mener à des peines importantes. Et donc je pense que c'est une combinaison entre ce système qui a été mis en place avec l'attestation CARPAS, qui est un document assez simple finalement que vous avez ici, et qui est un système qui reprend en fait quelques éléments clés comme le numéro de châssis, évidemment le numéro de série du véhicule, première mise en circulation, le type de carburant, les normes Euro et les normes d'émission. Ça a été ajouté cette année. Et comme je le disais, à partir du 1er janvier l'année prochaine également, le fait de pouvoir interroger les bases de données. On parle beaucoup ensemble depuis quelques minutes de la traçabilité du kilométrage, mais il y a aussi la problématique de l'accidentologie. Des voitures maquillées, c'est pas simplement un compteur parce que c'est terrible, on en parlait tout à l'heure, un compteur mécanique comme sur les vieux VO, ça se modifie en 3 minutes top chrono pour les experts en la matière, et puis le compteur électronique avec des logiciels pareil, en quelques secondes. Je crois que vous avez fait la démonstration auprès des députés européens il y a 2 ou 3 ans. On peut pirater avec un logiciel, on peut pirater un compteur électronique. On est bien d'accord. Facile. Et d'ailleurs, les autorités, y compris aux États-Unis, demandent aux constructeurs automobiles aujourd'hui de renforcer leur logiciel lié à la traçabilité de leurs véhicules, un peu comme on le demande aux constructeurs informatiques. C'est-à-dire qu'apparemment, les datas ne sont pas assez protégées. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus ? Il n'y a plus besoin d'une perceuse électrique. C'est vraiment...
est-ce qu'il n'y a pas un autre cadavre dans le placard, pour la France au moins, c'est celui des VGE, pas notre Valéry Giscard d'Estaing, heureusement, c'est celui des véhicules gravement endommagés. On n'arrive pas à éradiquer ce type de voiture quand une voiture a été gravement endommagée. Il y a plusieurs problèmes là. Il y a environ, on va dire peut-être 1 700 000, 1 800 000 véhicules en France qui chaque année devraient prendre la direction de la destruction ou de la revalorisation. À peu près 5% du parc roulant, 32 millions de voitures. Voilà. Et les filières envoient passer, on va dire tout mouillé, 1,2 million. Okay, alors il y a facilement 1,5 million de véhicules qui disparaissent. Ils franchissent certainement les frontières. On peut s'en préoccuper, il faut surtout se préoccuper de ceux qui reviennent. Je ne sais pas si vous avez lu le livre que les journalistes qui ont enquêté pendant plusieurs années sur la mort de Lady Di. Dans ce bouquin, on voit clairement que, la voiture le véhicule était ce qu'on appelle un retour de VHU. Oui. Alors nous, chez Autorigine, on le détecte et on le signale. D'accord. Donc c'est un véhicule qui était peut-être... parce que vous parlez de la procédure VE, mais il y a le techniquement non réparable et puis il y a le économiquement non réparable, bien sûr. Bon là, en l'occurrence, il s'agissait d'un véhicule dangereux qui est allé se faire réparer quand même ailleurs et qui est revenu. Ça fait partie des éléments de base qui est également dans nos rapports Autovisa, qui est la détection de ce type d'événement. On a aussi la possibilité, parce que ce que vous dites sur la Belgique, ça montre qu'il y a un pays qui est extrêmement bien... Avec les Pays-Bas. Voilà, très efficace en matière de gestion de kilomètres. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait, comment on peut faire, sachant que tout le monde peut pirater, la solution c'est quoi? C'est un nombre maximum de relevés de kilomètres, parce que plus on a de relevés, plus on peut à ce moment-là détecter la fraude, tandis que si on en a un tous les 4 ans, on ne peut pas. Donc le point essentiel, c'est d'augmenter ce nombre de relevés. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y ait des pays dans lesquels on ne puisse pas l'avoir. Il y a beaucoup d'imports, donc nous on gère beaucoup d'importations. On a passé un accord avec Carfax, le leader mondial, pour lorsque un véhicule vient de l'étranger, on puisse savoir sa vie à l'étranger, chose qu'on n'a pas quand on s'intéresse juste à la France. Et malheureusement, sur l'Allemagne, tant qu'il n'y aura pas une norme européenne qui dira dans tous les pays il faut une traçabilité pour les véhicules, on aura toujours des trous sur les importations. Et c'est un ballon de baudruche cette affaire. C'est-à-dire que quand on presse d'un côté, en Belgique, boum, ça explose dans le pays d'à côté. Je demanderai à Berislav Kovačević, on ne peut pas imaginer que la carte grise, qui contient quand même un certain nombre de données, n'ait pas une ligne de plus qui soit oui, on peut l'imaginer. Liée au contrôle technique ou liée au kilométrage. Surtout, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, que le gouvernement français, ça y est, lance un site officiel, Histovec, historique des véhicules. C'est vrai que s'ils arrivent à compiler de nombreuses datas, mais je pense que vous avez plus d'informations que nous en la matière, on peut imaginer une amélioration, comme c'est déjà arrivé à 2 reprises ces 15 dernières années. On a déjà changé 2 fois le format de la carte grise. En 2004 parce que on avait l'information du CNIT au lieu du type mine, et en 2009 parce qu'on est passé à l'immatriculation unique. On peut encore imaginer des améliorations en la matière. C'est encore un document où il manque des informations. L'historique devrait y figurer, mais bon, ces messieurs sont bien placés. On est quand même au XXIe siècle, à l'ère de Google et des autres. Les données. Alors, moi, j'ai rien contre le papier, c'est formidable, etc. Mais enfin, il faut aussi qu'on pousse dans le sens où on facilite l'accès à l'information quand le citoyen en a besoin. Et l'acheteur, il va regarder 1, 2, 3 véhicules, il va peser le pour, le contre, il y en a un qui est un peu plus cher, mais bon, c'est à ce moment-là qu'il lui faut cette information. Oui, surtout quand depuis 3 ans, on pousse également la sécurisation des paiements. Exactement. Façon compte séquestre. Donc c'est logique d'arriver au minimum à la sécurisation du produit. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est le cas, c'est le vendeur qui présente l'attestation Carpass au client. Je pense que le système Histovec est un pas dans la bonne direction, pourtant que je sache, mais il y a aussi une nouvelle proposition de loi, j'ai entendu récemment, déposée par des députés LR, voilà, exactement, et qui semble aller dans la direction du Carpass en Belgique. Alors je ne sais pas quelle sera, vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qu'elle va devenir. C'est un peu trop tôt, c'est sous les feux de l'actualité. Ouais. Alors à quoi ressemblera le certificat de baptême, allez, appelons ça comme ça, des voitures, des VO français vendus en France? Informatisé, on voudrait qu'il soit informatisé et qu'il ressemble aux 40 pages du Carfax, où vous savez que le 12 juin 1998, le véhicule que vous voulez acheter a fait l'objet d'une vidange, et vous avez même l'indice de viscosité. Ouais. Et pourquoi pas, puisque cette information appartient
plus au véhicule qu'à son propriétaire actuel ou même à son ancien propriétaire, puisqu'on peut se poser la question de savoir si cet indice de viscosité appartient au propriétaire actuel, à l'ancien propriétaire. Et moi je dis, il appartient au véhicule. D'ailleurs, dans les ventes de gré à gré, on s'échange les informations, un carnet d'entretien, des factures. Vous donnez toutes les factures, et vous avez même les noms et adresses de tous les propriétaires précédents si vous avez tout l'historique des factures. Bien sûr. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut avoir un angle particulier sur quelles sont les données personnelles associables au véhicule, et notamment sur le fait que l'historique du véhicule appartient au propriétaire actuel. Je crois que c'est un mouvement important. Tous les pays n'ont pas la même approche. Ah non, donc cette lecture peut être différente dans différents pays qui sont pourtant soumis au même droit européen. Alors je demanderai à chacun d'entre vous de donner des conseils à celui qui veut se porter acquéreur d'un VO. On commence par le professionnel de la profession, Berislav Kovacevic. Forcément consulter les sites experts. On a la chance d'avoir des représentants qui connaissent vraiment le fond de la chose. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être attendre moins longtemps finalement que le code Napoléon avec le livre de police qui a mis des centaines d'années à être informatisé. On va peut-être attendre moins longtemps d'avoir un véritable historique, une vraie traçabilité des véhicules d'occasion qui le méritent, parce que c'est le marché de l'avenir. Tous les professionnels dans la distribution en ont besoin. Le véhicule neuf rentre dans des turbulences assez terribles en ce moment. Le véhicule d'occasion a besoin d'être plus réassuré, notamment parce que la profession en plus veut développer les VO à petit prix et plus anciens. Et de toute façon, un véhicule neuf a vocation à devenir un véhicule d'occasion dès le départ. Qu'est-ce que vous pourriez apporter comme éclairage, comme conseil, même des conseils de prudence? Vous savez, c'est un conseil tout simple, c'est que quand on achète une voiture, un jour on en vend une aussi. Donc on est à la fois acheteur et vendeur. Donc je pense que cette transparence qu'on exige quand on est acheteur, il faut également admettre de la donner quand on est vendeur. Même chose. Tout à fait. Les professionnels y ont intérêt. On n'a pas de statistiques françaises vraiment, mais quand on regarde les taux de rotation des parcs dans les pays où le Carfax, par exemple, est en place depuis longtemps, c'est sans commune mesure avec le taux de rotation des parcs VO en France. Il y a peut-être d'autres raisons, mais très certainement... Les anglo-saxons sont à 35-45. Voilà, nous, on est plutôt à 70. Donc cette transparence, elle y participe, et je crois que c'est dans l'intérêt de la profession de pousser ça au maximum et de faciliter l'achat par le grand public. Et Bernard Lich, est-ce que la France va accéder finalement à ce nirvana des gens vertueux, transparents et j'espère beaucoup performants? J'espère beaucoup pour vous. Je pense que l'essentiel, c'est de trouver un bon système, et un système qui puisse être comparé de pays à pays. Alors nous, on va reprendre notre bâton de pèlerin, puisqu'on aura une nouvelle commission et un nouveau Parlement européen installé d'ici quelques semaines. Le Parlement précédent a adopté une résolution, je tiens à le signaler, à 91% des voix. Donc c'est quand même un élément très important. Malheureusement, comme je le disais, la commission n'a pas encore embrayé, mais on va réattaquer avec la nouvelle commission en espérant qu'il y a moyen de mettre et d'inciter, même plus que d'inciter, de forcer les États membres, tous les États membres, à adopter un système qui est fort similaire de Carpass ou de National Autopass aux Pays-Bas, pour qu'on puisse alors faire des comparaisons au niveau européen et au moins traiter le sujet au niveau européen, même si en soi le sujet pourrait être traité au niveau international et pas seulement européen. Comment est-ce que ça sera vécu en France? Parce qu'il y a des attentes chez les professionnels du VO. Écoutez, je pense que ça va aller dans le bon sens, parce que ça permet également de verrouiller un prix de vente, très clairement, quand j'ai rien à cacher sur mon véhicule, quand tout est clair, facture, historique, entretien régulier, le prix de vente s'en trouve renforcé, et quand le client n'aura pas cette information, quelque part, il sera mis un peu hors jeu en matière de prix, donc ça, c'est vraiment une évolution majeure qu'on attend très vite. On ne dira plus maquillé comme une voiture volée ou peut-être comme une voiture d'occasion. Merci à tous et à chacun d'avoir participé à ce rapide échange sur la traçabilité du VO. Merci à vous, Berislav Kovacevic. Merci à Laurent Bermejo, merci à Bernard Lich et merci à Marc-André Rampon. Merci à tous.